Victor-Marie Hugo est un écrivain français, dramaturge, poète, homme politique, académicien et intellectuel engagé du XIXe siècle. Né en 1802, il grandit à Paris et après la publication de son premier recueil de poèmes, Odes, il reçoit une pension de Louis XVIII. Malgré la violence présente dans beaucoup de ses textes, Hugo reste néanmoins un romantique. Il fut élu à l'Académie française en 1841. La mort de sa fille Léopoldine en 1843 le rend presque fou de tristesse et lui inspire de nombreuses œuvres. En 1851, il s'oppose violemment au coup d'État de Napoléon et s'exile volontairement à Jersey puis à Guernesey jusqu'en 1870. Il revient ensuite en France et y meurt en 1885. Alors que ce n'est encore qu'un enfant, Hugo est traumatisé par la vision d'un condamné se faisant conduire à l'échafaud. Quelques années plus tard, il sera choqué par les préparatifs d'un bourreau dressant sa guillotine. C'est le début de son engagement contre la peine de mort, cause qui lui sera très chère tout au long de sa vie. Victor Hugo s'est toujours présenté comme un abolitionniste. Pour lui, tout est bon pour lutter contre la peine de mort. Lettres, articles, romans, discours, préfaces, interventions publiques. À l'âge de 27 ans, il entreprend l'écriture du roman Le dernier jour d'un condamné. L'ouvrage est édité pour la première fois en 1829, sans nom d'auteur, pour faire croire à un témoignage authentique. Il considère l'exécution comme un meurtre. Il fait souvent allusion à la mort par guillotine du roi Louis XVI pour démontrer à la population que la peine de mort ne touche pas uniquement les catégories sociales les plus défavorisées. En 1854, Hugo prononce un discours aux habitants de Guernesey afin de sauver la vie de John Charles Tapner, condamné à mort pour vol et meurtre. Voici un extrait du poème L'échafaud, 1856, qui fait partie de la Légende des siècles, un recueil de poèmes destiné à dépeindre l'histoire et l'évolution de l'humanité. Tout mystère où l'on jette un meurtre est obscuré, l'énigme ensanglantée est plus âpre à résoudre. L'ombre s'ouvre terrible après le coup de foudre. Tuer n'est pas créer, et l'on se tromperait si l'on croyait que tout fini au couperet. C'est là qu'inattendu, impénétrable, immense, plein d'éclairs subits, la question commence. C'est du bien et du mal, mais le mal est plus grand. Satan rit à travers les cheveux transparents. Chambre des pairs, Assemblée, Sénat, Victor Hugo saisira toutes les tribunes pour défendre l'abolition, comme dans son discours du 15 septembre 1848. Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme: l'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids. Elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs. Elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors, il arrive ceci, réfléchissez, messieurs, que la loi épouvante la conscience. Victor Hugo eut plusieurs relations amoureuses. Il épousa Adèle Fauché, mais eut une longue relation avec l'actrice Juliette Drouet. De plus, il eut une liaison amoureuse avec Léonie Biard lorsqu'ils étaient tous deux mariés. Mais ils furent découverts et par la suite Adèle le quitta. Malgré cela, il défend les droits de la femme autant que ceux de l'homme. Il écrivit: L'homme est la plus élevée des créatures, la femme est le plus sublime des idéaux. Dieu a fait pour l'homme un trône, pour la femme un autel. Le trône exalte, l'autel sanctifie. L'homme est le cerveau, la femme le cœur. Le cerveau fabrique la lumière, le cœur produit l'amour. La lumière féconde, l'amour ressuscite. L'homme est fort par la raison, la femme est invincible par les larmes. La raison convainc, les larmes émeuvent. L'homme est capable de tous les héroïsmes, la femme de tous les martyrs. L'héroïsme ennoblit, le martyr sublime. L'engagement de Victor Hugo pour la liberté d'expression commence en 1824, lorsqu'il intervient en faveur de Magalon, qui avait écopé de 13 mois d'emprisonnement pour avoir attaqué les jésuites. En 1938, il crée la Société des gens de lettres. Il fait tout pour protéger les auteurs et leurs œuvres. En 1929, il commence à lutter contre la censure et devient un auteur dramatique. Ses œuvres les plus notables sont Hernani, Marion Delorme ou encore Le roi s'amuse. Hugo s'investit encore plus dans cette cause après l'incarcération de ses deux fils pour délit de presse. Il se bat aussi contre les plagiats et les parodies des autres auteurs. Victor Hugo se fait une idée de l'œuvre littéraire plutôt originale. En effet, d'après lui, une œuvre appartient à son auteur jusqu'à sa mort. Après cela, elle appartient à la société. C'est pourquoi la Bibliothèque nationale de France hérita de toutes ses œuvres. La servitude, c'est l'âme aveuglée. Qui n'est pas libre n'est pas homme. La liberté est une prunelle. Le combat contre la misère est très important pour Victor Hugo, mais il ne s'engage activement qu'à partir de 1848. Il dénonce beaucoup la mort inutile d'enfants pauvres, comme dans son poème Souvenir de la nuit du 4.
Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié Vive la République! L'œuvre mondialement connue, Les Misérables, est considérée comme un hymne à la misère. Elle fut publiée en 1862. Il écrit à la même époque Discours sur la misère, publié en 1849. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Le 2 décembre 1851, Napoléon tente un coup d'État. C'est un succès. Le soir même, Hugo, farouche opposant du Second Empire, ainsi qu'une soixantaine de représentants, rédige un appel à la résistance armée. Il se fait poursuivre mais parvient à passer la frontière belge à temps. C'est le commencement de son exil de 20 ans. Pendant son exil à Jersey, Hugo se dédie entièrement à son projet républicain. Il passe tout son temps à bâtir des œuvres de tout genre dans le but de détruire le Second Empire. En 1862, il publie Les Misérables, probablement son roman le plus important. Napoléon le Petit et les Châtiments, ses œuvres les plus hostiles à Napoléon III, durent être publiées à l'étranger et n'ont été diffusées en France que clandestinement. Extrait de Napoléon le Petit. Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui bruit, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l'argent, la gio, la banque, la bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut qu'il les satisfasse. Quand on mesure l'homme et qu'on le trouve si petit, et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve énorme, il est impossible que l'esprit n'éprouve pas quelques surprises. On y ajoutera le cynisme, car la France, il a la foule aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l'insulte et la bafoue. Triste spectacle que celui du galop, à travers l'absurde, d'un homme médiocre échappé. Ce poème satirique s'attaque sans le nommer à Louis-Napoléon Bonaparte, qui tente de se hausser au niveau de son oncle en se proclamant empereur. Sous forme de fable, il décrit le fait historique que constitue l'avènement de Napoléon III. Audio live. Victor Hugo, Les Châtiments, fable ou histoire. Un jour, maigre et sentant un royal appétit, un singe d'une peau de tigre se vêtit. Le tigre avait été méchant, lui fut atroce. Il avait endossé le droit d'être féroce. Il se mit à grincer des dents, criant « Je suis le vainqueur des alliés, le roi sombre des nuits !» Il s'embusqua, brigand des bois, dans les épines. Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines, égorgea les passants, dévasta la forêt, fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. Victor Hugo croyait beaucoup en l'enseignement. Il voulait que chaque enfant soit bien éduqué pour qu'il puisse avoir un bon travail. Il pensait que c'était une solution à la misère. Il proclama ce discours, La liberté de l'enseignement, le 15 janvier 1850. L'instruction gratuite et obligatoire seulement au premier degré, gratuite à tous les degrés. L'enseignement primaire est obligatoire, c'est le droit de l'enfant qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de l'État. Voici donc, selon moi, le but auquel il faut tendre dans un temps donné. Instruction gratuite et obligatoire dans la mesure que je viens de marquer. Un immense enseignement public donné et réglé par l'État, partant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore, jusqu'à l'Institut de France, les portes de la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences.